Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Euro par ici la sortie, de Monsieur Patrick Artus et de Madame Marie-Paul Virard. Monsieur Artus est chef économiste de Natixis, il est également professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Madame Marie-Paul Virard est journaliste économique, elle a notamment publié avec Monsieur Artus La France sans ses usines, Croissance zéro, comment éviter le chaos et La folie des banques centrales. Ce sont deux personnes qui fonctionnent manifestement en tandem. Alors de quoi ça parle? Eh bien, en préambule, M. Artus et Mme Virard nous expliquent que aujourd'hui, s'agissant de l'euro, les gens, et particulièrement les jeunes générations, ne veulent plus de beaux discours, ils veulent du concret. Et M. Artus et Mme Virard se donnent donc pour objectif de nous donner du concret pour essayer de nous guérir de notre euroscepticisme en nous démontrant que, alors que la construction européenne manifestement est en 2017 pas loin de son heure de vérité, il y a des solutions à l'intérieur de l'euro, qu'on peut relancer la machine, et que même si le bilan de la zone euro jusqu'ici n'est pas bon, ils le reconnaissent, il faut quand même essayer de la sauver, parce qu'elle peut donner quelque chose d'intéressant. Alors ce bilan, il le présente avec une certaine franchise. Il nous rappelle que voilà les données du problème. Elles sont, comme vous pouvez le constater, très simples. Sur la période 2002-2015, en termes de croissance du PIB, le Royaume-Uni a fait plus 25%, les USA ont fait plus 27%, et l'Euroland a fait 13%. C'est-à-dire en gros moitié moins. C'est-à-dire que pour l'instant, pour qui voit les choses, je dirais de l'extérieur, sans préjugés, dans les très grandes lignes, bon, si on considère que le potentiel de croissance du Royaume-Uni et celui de la zone euro sont a priori assez proches, pour les USA, c'est un petit peu différent, parce que c'est un pays plus jeune, avec une croissance démographique, mais on va dire que pour la zone euro et le Royaume-Uni, tout ça paraît assez comparable. Eh bien, en gros, le résultat concret de l'euro, c'est qu'il a amputé notre croissance de 50%. C'est effectivement pas formidable comme résultat pour une monnaie qu'on nous avait vendue au départ comme un truc miraculeux qui allait générer de l'emploi et de la croissance. Il faut se souvenir des arguments des partisans du oui lors du référendum sur le traité de Maastricht en 1992. Quand on les réécoute aujourd'hui, on est mort de rire. Alors comment expliquer cet échec? C'est la première étape du livre de M. Artus et de Mme Virard. Et là, il faut un diagnostic, je dois dire, avec lequel je suis personnellement assez d'accord. Il nous explique en gros que l'euro a été construit sur une illusion. L'illusion qu'on allait rendre possible une monnaie unique, car M. Artus et Mme Virard ne font pas semblant de croire que l'euro n'est pas une monnaie unique, ils disent que c'est une monnaie unique, parce que c'est ce que c'est effectivement. Petite parenthèse. Vous avez des gens qui vous diront que l'euro n'est pas une monnaie unique parce que c'est une monnaie commune que les différentes banques centrales de la zone peuvent émettre. Ok, sauf que comme ces banques centrales, à ce stade en tout cas, n'ont pas le droit d'émettre une autre monnaie, de facto, il y a bel et bien une seule monnaie dans la zone. Et donc c'est bel et bien une monnaie unique. Ceux qui disent que ça n'est pas une monnaie unique jouent sur les mots, ou alors il faut les prendre à leur propre piège et leur dire ok, donc si c'est pas une monnaie unique, alors on peut très bien dire à la Banque centrale de réémettre du franc. Il faut savoir ce qu'on veut. Bon, je ferme la parenthèse. C'est bien une monnaie unique, et M. Artus et Mme Virard nous expliquent que l'illusion qui a présidé à la constitution de l'euro consistait à croire qu'on allait rendre possible cette monnaie unique uniquement en appliquant dans la zone euro des règles budgétaires strictes et un pilotage de la monnaie par une banque centrale indépendante. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en pratique, une union monétaire exige beaucoup plus.
Pourquoi? Alors, pour le comprendre, d'abord, il faut rappeler ce qu'est une zone monétaire optimale. C'est ce que font M. Artus et Mme Virard, qui reprennent la théorie de Robert Mundell. Pour qu'une zone monétaire soit optimale, c'est-à-dire, si vous voulez, pour que les pays qui sont à l'intérieur de cette zone puissent avoir la même monnaie, il faut d'abord que les chocs asymétriques soient peu fréquents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la spécialisation des différents pays fasse que leurs besoins en termes de politique monétaire soient très hétérogènes. Si vous avez par exemple un pays qui est très fortement spécialisé, on va dire, dans des industries indépendantes finalement d'une ressource naturelle donnée. Et un autre pays qui est spécialisé dans des industries très dépendantes de cette ressource naturelle. Si le coût de la ressource naturelle augmente brutalement, eh bien il est clair que le pays qui n'est pas spécialisé dans une industrie dépendante de cette ressource naturelle ne subira pas de choc. Alors que le pays qui est spécialisé dans une industrie dépendante de cette ressource naturelle va subir un choc. Le pays qui subit un choc aura probablement besoin d'une politique monétaire plus souple, parce qu'il est en difficulté. Donc il va falloir que, passez-moi l'expression, il imprime un peu de monnaie pour relancer la machine, quitte à faire un peu baisser son taux de change. Mais s'il est dans la même zone monétaire que le pays qui, lui, n'a pas ce problème-là, il ne peut pas le faire. Alors si le problème survient rarement et à petite échelle, c'est pas trop grave, mais quand le problème survient très souvent et à grande échelle, ça pose problème, de façon structurelle. Ensuite, pour qu'une zone monétaire soit optimale, il faut qu'il y ait une bonne mobilité des facteurs de production à l'intérieur de cette zone. Ça pose en particulier, s'agissant de la zone euro, le problème de la mobilité du facteur travail. Après tout, il y a quand même beaucoup de professions que vous ne pouvez pas effectuer si vous ne parlez pas la langue du pays où vous voulez l'exercer. Et puis, il faut également une certaine diversification des activités qui permet de mieux gérer les chocs asymétriques. Bon, ça, on l'a dans la zone euro. Et enfin, il faut une efficacité de tous les mécanismes d'ajustement. Et on verra plus loin que ce n'est pas vraiment ce qu'on a dans la zone euro. Alors, nous disent M. Artus et Mme Virard, ces problèmes de l'Euroland étaient bien connus au moment où on a lancé la zone euro, mais, et c'est là que réside l'illusion, on a cru ou on a voulu croire que le fait d'avoir une politique monétaire unique favoriserait la convergence des économies. C'est-à-dire qu'on s'est dit, eh bien, c'est vrai, il y aura des chocs asymétriques, c'est vrai, nous allons avoir des problèmes structurels entre une Europe du Sud et une Europe du Nord qui sont très différentes économiquement, mais comme tout le monde aura la même politique monétaire, eh bien tout le monde finira par converger vers le même modèle. C'était ça le discours, en grande partie, des partisans de la monnaie unique à sa création. Certes, l'euro, c'est le lit de Procuste, il va être trop long pour les uns, trop court pour les autres, mais comme de toute façon on va étirer les uns et raccourcir les autres, à la fin tout le monde rentrera dans le moule. C'était ça la logique. Le problème, c'est qu'en pratique, il s'est passé exactement le contraire. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que quand vous avez des pays qui ont des spécialisations productives, et que vous les mettez tous dans la même zone monétaire, et que vous empêchez leur ajustement mutuel par les taux de change, vous ne les faites pas converger vers les mêmes conditions d'exercice des activités économiques, vers les mêmes spécialisations. Au contraire, vous les faites diverger de plus en plus. Parce que le taux de change permettait d'éviter cette divergence. Dès lors que tout le monde a la même monnaie, on ne peut plus jouer sur les taux de change, ça veut dire que les avantages comparatifs en termes de compétitivité, coût en particulier,
des uns ou des autres ne peuvent plus être contrebalancés. Donc ils vont pouvoir et devoir être exploités par les acteurs économiques sans limite. Et donc, bien loin d'amener les gens petit à petit à converger vers la bonne taille pour se coucher dans le lit de Procuste, l'euro a amené les grands à grandir et les petits à raccourcir. Donc le lit de Procuste est devenu de plus en plus trop petit pour les grands et trop grand pour les petits. C'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire de la zone euro, et c'est l'histoire probablement d'un des plus grands échecs de politique économique qu'on ait jamais vu dans toute l'histoire économique de l'humanité. Alors, M. Artus et Mme Virard nous disent, jusqu'en 2008, ça ne s'est pas trop vu, parce que il y avait une croissance des pays du Sud, malgré leur déficit extérieur important. Cette croissance était financée par l'endettement. Et effectivement, en 2008, c'est-à-dire au moment où la crise de l'euro a commencé, les déficits extérieurs qui apparaissaient étaient les suivants. Pour la Grèce, 15% du PIB, ce qui est absolument énorme. Pour le Portugal, 12% du PIB. Pour l'Espagne, 10% du PIB. En contrepartie, l'Allemagne dégageait un excédent de 5% du PIB. Jusqu'en 2008, ça a été compensé par le marché des capitaux, par la croissance de la dette dans ces pays-là et l'accumulation des créances en Europe du Nord et particulièrement en Allemagne. Mais évidemment, ce genre de financement des déficits par l'endettement, ça trouve toujours une limite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous endetter indéfiniment pour couvrir vos déficits. À un moment, ça craque, nécessairement. Donc ça a craqué en 2008. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour essayer de rattraper la situation, les pays de l'Europe du Sud sont entrés dans une course à l'austérité. Pour retrouver de la compétitivité coût, rééquilibrer leur balance extérieure, ce qu'ils ne pouvaient plus faire par le recours à l'endettement, eh bien, ils ont comprimé les salaires, comprimé le déficit budgétaire, coûte que coûte, ce qui a entraîné un engrenage de chute des revenus dans ces pays et qui a encore renforcé l'hétérogénéité de la zone. Situation catastrophique, naturellement, tellement catastrophique que en 2012, beaucoup de gens, dont moi je l'avoue, ont pensé que l'euro allait exploser. Moi je pensais en 2011 que l'année suivante ou 2 ans après, l'euro allait exploser. C'est là que temporairement la situation a été sauvée. Elle a été sauvée par la Banque Centrale Européenne grâce au quantitative easing. Qu'est-ce que c'est le quantitative easing? C'est la Banque Centrale Européenne qui, en quelque sorte, fabrique de l'argent pour racheter sur le marché secondaire des titres de la dette des pays déficitaires, éviter ainsi l'envolée de leur taux d'intérêt, leur donner une bouffée d'oxygène et les empêcher de sombrer complètement. C'est ce qui a sauvé l'euro en 2013-2014 et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. Voilà l'histoire de la zone euro. Voilà le premier constat que font M. Artus et Mme Virard sur l'histoire de la zone euro, sur sa situation d'échec. Et là-dessus, je suis d'accord, il n'y a pas grand-chose à retirer ou à rajouter au travail de synthèse qu'ils ont proposé. Ensuite, M. Artus et Mme Virard
essaye de comprendre quels sont les points faibles organisationnels, en quelque sorte, qui expliquent que cette situation d'échec n'ait pas trouvé de solution, qu'on n'ait pas réussi à empêcher l'enclenchement puis le déroulement de ce cercle vicieux d'hétérogénéité croissante d'une zone monétaire déjà dès le départ pas optimale, qui l'amène aujourd'hui au bord de l'explosion. Alors ils identifient 5 points faibles, et il y en a un sixième qu'ils récusent. Je suis d'accord avec les 5 points faibles qu'ils identifient, mais je suis en désaccord avec le sixième qu'ils récusent. Moi je l'admets comme un point faible. Alors on va voir ça maintenant. Quels sont les 5 points faibles qu'ils identifient dans la structure organisationnelle de l'euro? Ils nous disent d'abord que le premier point faible, évidemment, c'est l'absence de coordination des politiques économiques. Officiellement, n'est-ce pas, on n'arrête pas de faire des sommets où on en rajoute, où on tartine sur la solidarité européenne, blablabla, blablabla, blablabla. C'est extraordinaire, la zone euro. Tout le monde est solidaire de tout le monde. Et tout le monde est tellement solidaire de tout le monde veut tellement se coordonner avec tout le monde qu'effectivement, Monsieur Artus et Madame Virard, qui ont un certain sens de l'humour, nous rappellent ce que sont les taux d'imposition des entreprises dans la zone euro, et en particulier ce que ces taux d'imposition impliquent si on ramène l'imposition des entreprises au PIB. Et on voit qu'en Allemagne c'est 10%, l'imposition des entreprises sur PIB, en France c'est 18% et en Italie c'est 14%. Ce qui dit bien qu'il y a une concurrence fiscale à l'intérieur de la zone euro, et que cette concurrence fiscale ne concerne pas que le cas particulier et extrême des paradis fiscaux, dont M. Artus et Mme Virard parlent. Ils nous rappellent les liens d'Apple avec l'Irlande, les accords entre Amazon et McDonald's avec le Luxembourg. Mais cela dit, comme ce sont des gens compétents et intelligents, il nous rappelle que le vrai problème de fond, le problème majeur, c'est la concurrence entre les grands pays. C'est-à-dire que bon, le brigandage fiscal des Luxembourgeois ou des Irlandais, c'est très embêtant, ça coûte de l'argent, mais c'est un épiphénomène. La grande affaire, c'est la concurrence à l'intérieur de la zone euro entre les grands pays, la France, l'Allemagne, l'Italie en particulier. Concurrence qui prend bien sûr donc la forme de la fiscalité, mais aussi et surtout la forme des dévaluations internes. Qu'est-ce que c'est les dévaluations internes? C'est voilà, maintenant qu'on a une monnaie unique, et que donc les autres pays autour de moi ne peuvent plus se défendre par le taux de change, je vais comprimer mes salaires à mort pour fabriquer de la compétitivité coût, et je vais les vampiriser économiquement. C'est ce que l'Allemagne a fait à partir du début, en fait, du lancement de la zone euro, avec l'agenda 2010 de Gerhard Schröder, qu'on poursuivit par Angela Merkel. Les Allemands ont comprimé fortement les salaires, surtout d'ailleurs à travers la politique fiscale, plus qu'à travers la politique salariale des entreprises allemandes, pour se fabriquer de la compétitivité coût et enclencher un cycle de création d'excédents de plus en plus important qui a déséquilibré la zone. Et c'est cette absence de coordination économique, c'est un mot pudique pour dire concurrence, compétition, voire guerre économique à l'intérieur de la zone euro, entre les grands pays, c'est ça le problème numéro 1 de la zone euro. C'est ce que disent M. Artus et Mme Virard, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Corollaire évidemment, mais je dirais qu'à la limite c'est peut-être même pas la peine de le dire, il y a le refus de tout fédéralisme budgétaire, en particulier de la part des Allemands. C'est-à-dire que naturellement, étant donné qu'il s'agit en fait d'une guerre économique à l'intérieur de la zone euro, M. Artus et Mme Virard ne le disent pas comme ça, mais on comprend bien que c'est ce qu'ils pensent. C'est la vérité. Il est bien évident que les gens qui ont fait la guerre économique ne vont pas ensuite rétrocéder joyeusement les gains qu'ils ont obtenus par cette guerre économique à travers un fédéralisme budgétaire. Une fois que vous avez vampirisé la substance économique de la périphérie de la zone euro
pour assurer la dominance allemande sur le continent, vous n'allez pas bêtement relâcher les gains que vous venez de faire à travers des transferts budgétaires qui pourraient représenter, paraît-il, jusqu'à 8% du PIB de l'Allemagne. Il semblerait que c'est, d'après un savant calcul sur lequel je ne m'engagerai pas, que ce soit à peu près le niveau du transfert budgétaire à opérer structurellement entre l'Allemagne et l'Europe du Sud pour rééquilibrer les flux financiers en Europe. 8% du PIB. Bien évidemment, les Allemands ne le veulent pas. Et donc, corollaire de l'absence de coordination alias guerre économique, refus de tout fédéralisme. Deuxième point faible de l'euro, je suis tout à fait d'accord. Le troisième point faible est en fait un peu la conséquence des deux premiers, c'est la disparition de la mobilité du capital entre l'Europe du Nord, qui est prêteuse potentielle avec son accumulation d'excédents, et l'Europe du Sud, qui est emprunteuse potentielle. En effet, les épargnants du Nord, et les institutions qui les représentent, préfèrent investir chez eux, dans des économies à haute intensité technologique, ou éventuellement hors zone euro, dans des pays comme l'Inde, pays à bas salaire, plutôt que dans les pays déficitaires de la zone euro, qui n'ont pas de haute intensité technologique, il y a un retard technologique très net en Europe du Sud par rapport à l'Europe du Nord, et qui n'ont pas non plus de bas salaire, donc qui n'ont pas effectivement d'incitation à l'investissement étranger. Et de ce fait, on a une situation extrêmement dangereuse où le marché des capitaux, interbancaires ou autres, à l'intérieur de la zone euro, ne compense plus les déficits commerciaux, ne compense plus l'effet, si vous voulez, mécanique des transferts de liquidités liés à la contrepartie des flux de marchandises ou de services. Alors, comment se fait-il que dans ces conditions, les systèmes bancaires de l'Europe du Sud ne cassent pas systématiquement? Eh bien, c'est qu'ils sont en quelque sorte maintenus artificiellement ou en survie par le marché des capitaux entre les banques centrales. C'est-à-dire que la banque centrale italienne, espagnole principalement, grecque aussi, bon, à l'échelle des Grecs, portugaise à l'échelle des Portugais, mais surtout italienne et espagnole, s'endette, si vous voulez, à l'égard de la banque centrale allemande et de manière générale des banques centrales d'Allemagne et d'Europe du Nord, pour ramener de la liquidité qu'elle réinjecte ensuite dans le circuit économique en Europe du Sud. Sinon, les banques d'Europe du Sud finiraient saignées à blanc par les flux de capitaux qui remontent vers le Nord. Et ça, vous le voyez, comme le rappellent M. Artus et Mme Virard, à travers l'évolution de ce que l'on appelle les soldes Target 2. Alors, j'ai fait ce petit graphique très laid, mais qui va nous aider à comprendre un petit peu l'histoire de ces dernières années dans la zone euro. C'est l'évolution des soldes Target 2, d'une part en rouge en bas du Club Med, c'est-à-dire essentiellement l'Espagne, l'Italie et très secondairement le Portugal et la Grèce. Je dis très secondairement parce que ce sont des pays beaucoup plus petits, donc leurs soldes sont beaucoup moins importants. Et puis ici en vert, vous avez l'évolution du solde Target 2 de l'Allemagne. Donc qu'est-ce qui se passe? En 2010, encore, bon, le solde Target 2 n'est pas énorme entre les deux. De 2010 à septembre 2012, vous avez une situation qui se crée, qui est qu'au fur et à mesure que les liquidités quittent l'Europe du Sud et remontent vers l'Europe du Nord, pour compenser, eh bien, la Banque Centrale Européenne inscrit des créances au crédit de la Bundesbank, la banque allemande, et file des liquidités, en quelque sorte, aux banques d'Europe du Sud. Alors je vous passe les détails techniques de la façon dont s'effectuent ces transferts de liquidités. Moi-même, honnêtement, je dis que je ne comprends pas tout, c'est extrêmement compliqué, mais concrètement, c'est à ça que ça revient. Et on arrive en septembre 2012 dans une situation où l'euro, c'est là que j'ai cru moi que ça allait sauter, ça devient un système, si vous voulez, où vous avez l'Allemagne qui a 800 milliards là, d'euros de créances, les pays d'Europe du Sud qui ont 900 milliards d'euros de déficit, et il faut bien voir que ces soldes Target 2, ce sont des écritures sur le papier.
La Bundesbank, à ce moment-là, commence à dire, dites-moi, je voudrais des gages pour ça, parce que là, on est en train de me coller des créances, des créances, des créances, les autres, ils prennent des dettes, des dettes, des dettes, mais si demain, ils font défaut, comment je me rachète sur la bête, moi? Et puis, il n'y a pas vraiment eu de réponse, hein. On leur a pas vraiment dit aux Allemands, oui, oui, on va vous donner les moyens on va vous donner des gages. Et c'est là que j'ai cru que l'euro allait exploser. Il n'a pas explosé parce que, pour diverses raisons, à mon avis en grande partie politiques, la Banque Centrale Européenne a dit, attendez, vous inquiétez pas, on va sauver l'euro, je rachèterai sur le marché secondaire les titres émis par les banques centrales des pays de l'Europe du Sud. Je vais faire du quantitative easing. Pourquoi ils ont attendu septembre 2012 pour le faire? À mon avis, parce qu'il fallait d'abord créer la panique pour justifier les cures d'austérité terribles infligées à l'Europe du Sud. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas M. Artus ou Mme Virard. Bon. À partir du moment où la BCE rachète, on voit que les soldes Target 2 ont tendance quand même à se rééquilibrer. Pas complètement, mais ça se résorbe. Et puis à partir de septembre 2014, pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais j'ai pas eu le temps de le faire, et c'est pour ça que je pense que l'euro est foutu, clac, ça repart à la hausse. Ça repart à la hausse, on est revenu aujourd'hui dans une situation où le solde Target 2 du Club Med doit avoisiner les moins 900, et le solde Target 2 de l'Allemagne les plus 750 ou quelque chose de cet ordre, le reliquat étant couvert par les autres pays d'Europe du Nord. Combien de temps l'Europe du Nord va-t-elle accepter comme ça qu'on lui mette dans ses comptes un solde Target machin sans gage, sans qu'on sache finalement le jour où ça saute avec quoi il se rachète? À mon avis, quand on va passer les 1000 milliards ou quelque chose comme ça, quelqu'un va siffler la fin de la récréation. Voilà la situation, et voilà cette disparition de la mobilité du capital entre Europe du Sud et Europe du Nord, qui est, nous disent M. Artus et Mme Virard, le troisième point faible de l'euro. Alors moi j'ai tendance à dire que ce troisième point faible n'est que la conséquence des deux premiers, l'absence de coordination des politiques économiques, sur la guerre économique, et puis le refus de fédéralisme. M. Artus et Mme Virard vont rajouter deux autres points faibles à caractère technique. Bon, d'abord, une certaine forme de dogmatisme et de bureaucratie de la construction européenne. Alors, bien entendu, ils se font plaisir comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils nous parlent du fameux règlement 2257/94 relatif à la classification de la banane. Le fruit, la banane. Alors si vous ne connaissez pas, vous allez sur Google et vous tapez règlement 2257/94, vous allez bien rigoler, vous allez découvrir qu'il y a eu un mec à la Commission européenne pour réglementer le classement des bananes, selon qu'elles sont premium ou pas, en fonction de leur courbure. C'est extraordinaire, l'Union européenne, c'est un truc, je pense, qui n'a jamais été vu nulle part. C'est un machin où il se passe ça, d'accord? C'est un machin où l'espérance de vie se met à reculer dans certaines régions, où la mortalité infantile explose dans un pays comme la Grèce, où on fait rentrer 2 millions de types venus d'on ne sait où, mais souvent de pays complètement tenus par des réseaux de djihadistes extrêmement dangereux. Et ça, apparemment, c'est pas un problème. Par contre, on réglemente la courbure de la banane pour savoir si elle est premium. Est-ce qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité un truc aussi absurde? Je pense que même l'Union soviétique est battue, quoi. Je veux dire, même l'Union soviétique de Brejnev, c'était pas ça, quoi. Extraordinaire. Donc, M. Artus et Mme Virard se font plaisir, comme tout le monde, en nous rappelant ça. Alors, cela dit, c'est un épiphénomène. Hein. Les grandes questions, on les a vues avant.
Monsieur Artus et Madame Virard nous parlent aussi de la défaillance du marché unique, du grand marché unique, effectivement, qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait. Mais là encore, c'est une conséquence. C'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas très bien, le grand marché unique, c'est essentiellement parce qu'il y a une guerre économique à l'intérieur de la zone euro. C'est ça la question de fond. Et puis il y a un sixième problème dont M. Artus et Mme Virard nous disent que ça n'est pas un problème de la zone euro et qu'on l'impute à tort à l'euro. C'est la disparition des emplois intermédiaires liés à la désindustrialisation. Et M. Artus et Mme Virard nous disent, mais attendez, aux États-Unis, en gros, ils n'ont pas ça et ils ont eu le même problème. Ils n'ont pas l'euro, ils n'ont pas la zone euro et ils ont eu le même problème, n'est-ce pas? C'est vrai, mais là je ne les suis pas parce que si quand même, il y a une différence. C'est que en Europe, du fait de l'euro, cet effet de disparition des emplois intermédiaires, il s'est beaucoup plus concentré géographiquement. Sans l'euro, il aurait été réparti. L'Espagne, l'Italie auraient pu jouer sur leur taux de change, la France aurait pu jouer sur son taux de change, et ces pays-là ne se seraient pas désindustrialisés aussi violemment. Donc c'est vrai que sur l'ensemble de la zone euro, ce n'est pas la faute de l'euro, ce n'est pas la faute de la zone euro. S'il y a des industrialisations, c'est la faute du libre-échange inéquitable à l'échelle globale. Mais si cet impact se concentre sur les pays d'Europe du Sud, ça c'est bien la faute de la zone euro, et ça c'est bien un problème de la zone euro. Donc là, sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait Monsieur Artus et Madame Virard. Je pense qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu, et en particulier, ils n'ont pas vu à quel point la zone euro accentue les effets du libre-échange inéquitable. Voilà, donc ça c'est sur le diagnostic, et donc dans l'ensemble, on va dire à 95%, ben je suis d'accord avec M. Artus et Mme Virard. Alors je veux dire que quand j'en suis arrivé là, à ce point-là du bouquin, je me suis posé quelques questions, parce que je me suis dit, attends, comment ça se fait que je me mette à être complètement d'accord sur le diagnostic avec des gens dont je pense que, bien évidemment, ils sont des défenseurs de l'euro, car M. Artus et Mme Virard sont des défenseurs de l'euro, ils veulent qu'on reste dans la zone euro. Comment ça se fait qu'on soit d'accord sur le diagnostic, et visiblement pas du tout sur les conclusions? Parce que moi, la conclusion à laquelle j'arrive quand je vois tout ça, c'est bon, bah maintenant on va s'organiser pour sortir de la monnaie unique, quoi. On va trouver une solution, puis on va en sortir. Et eux, ils veulent pas en sortir. Comment ça se fait? Ils ont le même diagnostic, ils n'ont pas le même traitement. Alors, l'explication, c'est que en fait, M. Artus et Mme Virard, si vous voulez, c'est des gens qui viennent nous dire bon, l'euro ça marche pas, mais on peut pas en sortir, c'est pas une solution. On va rester et on a des solutions. Et on va vous expliquer les solutions. Et en fait, quand ils ont fini d'expliquer les solutions, la conclusion à laquelle on arrive, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il n'y a pas de solution. Mais ils n'osent pas se l'avouer à eux-mêmes. Alors ils nous disent non, mais il y a des solutions. Il n'y en a pas. Mais vous allez voir. Je vais vous expliquer ce qu'ils disent. Ils commencent par essayer d'imaginer ce que pourrait être, en quelque sorte, une Europe idéale. Et ils citent là Emmanuel Macron. Manifestement, leur bouquin est écrit dans l'optique d'essayer de suggérer des solutions, une ligne, à Macron et aux gens qui vont gouverner avec lui. Macron qui a dit, une de ses phrases comme seul lui sait les faire, nous devons délivrer l'Europe de ce qu'elle est devenue. Ça, c'est du Emmanuel Macron typique. C'est beau, ça sonne bien, mais après on sait pas. Hein, c'est ok. Et toujours quand il a fini ses phrases, ce mec-là a toujours envie de dire bon, c'est bien. Et donc concrètement, on va faire quoi? Ah. Alors, M. Artus et Mme Virard essayent de répondre à la place de Macron. Et ils nous disent en gros, voilà, il faut appliquer intelligemment le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que quand l'Europe a besoin de parler d'une seule voix pour exister à l'international, là, il faut clairement coordonner les politiques économiques. Dans tous les autres domaines, ce qui doit guider
le niveau de coordination exigé des acteurs, c'est les externalités de leurs décisions sur les autres acteurs. C'est-à-dire qu'on coordonne des décisions quand elles modifient essentiellement la compétitivité coût, donc la politique salariale en particulier, l'attractivité, donc la politique fiscale et le droit du travail, et d'une manière plus générale ce que M. Artus et Mme Virard appellent l'écosystème, donc la politique budgétaire, la réglementation bancaire. Et on ne coordonne pas le reste, c'est-à-dire les réglementations de détail. Voilà comment ils imaginent l'esprit général donc de cette opération consistant à délivrer l'Europe de ce qu'elle est devenue. Ok, mais moi je vois pas très bien la différence en réalité avec ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement ils nous disent on va arrêter de réglementer la courbure de la banane, mais on va davantage contraindre les pays, on va davantage réguler les pays par des mesures contraignantes prises au niveau européen. Ouais, c'est ce que disent les Européens, c'est ce que disent qu'ils vont faire depuis des années, et ils ne le font pas. Donc en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait le faire vraiment. D'accord, ok. Donc pour délivrer l'Europe de ce qu'elle est devenue, il faut simplement que les dirigeants européens se décident à faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ok, je vois pas très bien en quoi ça délivre l'Europe de ce qu'elle est devenue. Je vois pas très bien en quoi c'est un vrai changement d'esprit, mais bon, passons. Sur la politique budgétaire. Alors là, effectivement, il y a un changement d'esprit qui est suggéré. Il faut pratiquer la rigueur budgétaire, nous disent M. Artus et Mme Virard, avec discernement. C'est-à-dire, en clair, il faut arrêter d'enfermer des pays en difficulté dans un cercle vicieux d'austérité et prendre en compte le fait que le multiplicateur budgétaire en période de sous-emploi est probablement de l'ordre de 1,5 à 2,5 et non inférieur à 1, comme l'a prétendu à un moment le FMI. Vous savez, le multiplicateur budgétaire, c'est une notion qui vient de Keynes, c'est pour dire en gros, si je mets 1 euro de déficit budgétaire dans l'économie, qu'est-ce que ça va faire sur le PIB? Si ça fait moins de 1, il y a un problème. Si ça fait plus de 1, j'ai intérêt à mettre mon euro parce que, à la longue, ça va me revenir sous forme d'impôt. Donc en clair, ce que nous disent M. Artus et Mme Virard, c'est que délivrer l'Europe de ce qu'elle est devenue, ce serait en gros arrêter de serrer le kiki à mort aux pays qui sont déjà en train de se noyer. Donc sortir un minimum du dogmatisme en quelque sorte de la rigueur budgétaire. Bon, d'accord. Et alors, les QE, les quantitative easing, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Mme Virard et M. Artus nous disent que c'est difficile à tenir très longtemps, parce que cette politique de taux nul, c'est un problème pour les assureurs. Ça les oblige à investir à taux nul, c'est aussi un problème, d'ailleurs ils ne le disent pas, mais c'est un problème pour les banques, parce que qui dit taux faible dit faible marge pour les banques. C'est un problème pour l'équilibre du système financier, il y a des gonflements de bulles qui vont se produire, forcément. Et finalement, eh bien, certes, c'est ce qui a permis, comme je vous disais, d'éviter l'explosion de la zone euro en 2012, à ce moment-là, mais ça ne peut pas être tenu éternellement. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train d'esquisser, M. Artus et Mme Virard? Ils sont en train d'esquisser une situation où on arrête avec les QE, les quantitative easing, on relâche la pression sur le plan budgétaire, et en échange de cette souplesse budgétaire, on fait remonter en fait toute la politique économique sur les vraies questions à l'échelle continentale. Donc ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que pour délivrer l'Europe de ce qu'elle est devenue, il faut encore plus d'Europe.
Et alors chez eux, ça va se formuler de la façon suivante, nous devons réinventer un projet plus efficace, plus solidaire, et proposer aux citoyens un récit de ce que nous voulons faire ensemble pour les générations futures. Alors c'est quand même assez drôle de penser qu'ils arrivent à cette conclusion-là, en ayant commencé par dire, au début de leur bouquin, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il faut proposer des choses concrètes aux gens. Encore plus d'Europe, on centralise tout, toutes les décisions cadenassées, verrouillées au niveau européen, donc par les Allemands concrètement, hein, pour faire court. En échange, vous aurez le droit de faire un peu de déficit budgétaire, et on va réinventer un projet plus efficace, plus solidaire, et proposer aux citoyens un récit de ce que nous voulons faire ensemble pour les générations futures. Ouais, oh ben, remarquez, en un sens, oui, il y a une proposition concrète. La proposition concrète, finalement, c'est un peu de faire à l'échelle de l'Europe ce qui s'est passé en Italie, avec un nord qui concentre l'industrie et le pouvoir, et un sud appauvri, quoi, le mezzogiorno. Voilà. La proposition concrète, c'est on va faire on va exporter à l'échelle de tout le continent le problème italien. Et pour habiller tout ça, on va dire qu'on réinvente un projet plus efficace, blablabla. Voilà, c'est la proposition concrète. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, M. Artus et Mme Virard, ils viennent nous faire le bon diagnostic, ils nous disent, et on a des solutions, et puis quand on referme le bouquin, on dit, bah, ils ont fait le bon diagnostic, mais ils n'ont pas de solution, quoi. Ils n'ont pas de solution. Ou alors plutôt leur solution, et c'est une catastrophe absolue, quoi. C'est comme ça que je le perçois. Alors ce qui est plus intéressant à la limite que leur tentative, à mon avis franchement ratée, de proposer des solutions à un problème qui n'en a pas, ce qui est plus intéressant, c'est les scénarios possibles qu'ils esquissent pour les années qui viennent. Si je décode bien ce qu'ils disent, en gros ce qu'ils nous disent, c'est que la vraie question, c'est de savoir ce que les Allemands vont faire après les échéances électorales 2017. Donc on imagine que Macron est président de la République. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est entre les deux tours de l'élection 2017, donc c'est pas encore fait, mais enfin disons qu'il y a 99% de chances pour qu'il soit président de la République. On imagine que les Allemands sont toujours sous un régime de grande coalition, avec des équilibres à l'intérieur qui ont peut-être un peu bougé. Peut-être un peu plus de poids pour le SPD, on ne sait jamais, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer dans des élections. Donc peut-être une Allemagne un peu plus tolérante quand même sur la question du fédéralisme budgétaire. Mais peut-être pas, hein, j'en sais rien. Et puis on a un président français qui vient trouver les Allemands, comme l'avait fait Hollande en 2012. Et que vont dire les Allemands? Alors première hypothèse, ils acceptent le fédéralisme budgétaire. Quand on lit quelqu'un comme Marcel Fratscher, dont je vous ai présenté un livre récemment, Die Deutschland-Illusion, l'illusion Allemagne, on se dit que c'est pas complètement impossible, mais en même temps, quand on écoute les discours des hommes politiques allemands, et quand on regarde la réaction de l'électorat allemand, là par contre on se dit que c'est complètement impossible. Donc on va voir comment ça va se passer. Est-ce que la classe dirigeante allemande va réussir à faire gober à l'allemand de base le fait que maintenant il va falloir qu'il paye pour l'Europe du Sud? Je suis dubitatif, voire circonspect, voire carrément incrédule. Mais bon, on ne sait jamais. Bon, bah, si c'est le cas, effectivement, on pourrait avoir par exemple un système commun d'assurance chômage qui déboucherait forcément sur des transferts de facto de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud, puisque l'Europe du Sud a un fort chômage. On pourrait aussi avoir, suggère M. Artus et Mme Virard, un fonds européen de stabilisation chargé d'opérer des actions contracycliques.
Ouais, bof. Peut-être, oui, oui, oui. J'y crois pas beaucoup, franchement. Le deuxième scénario esquissé me paraît beaucoup plus crédible. C'est un scénario où l'Allemagne refuse le fédéralisme, mais où elle accepte des assouplissements contre l'imposition progressive d'un gouvernement par les règles. Ce qui débouche sur l'établissement d'une sorte de bazar légal, comme disent M. Artus et Mme Virard, c'est-à-dire que chaque pays vit un peu son Europe à la carte en aménageant les règles, avec la bénédiction plus ou moins tacite des gendarmes de l'orthodoxie. En clair, un vaste bordel, où on essaye de faire tenir le truc bon an mal an pendant quelques années. Je pense que c'est un scénario assez crédible en effet. Ou alors, l'Allemagne refuse le fédéralisme et il n'y a pas d'accord entre les Européens pour l'imposition progressive d'un gouvernement par les règles. Ce qui nous ramène en fait à 1992 et à l'explosion du serpent monétaire européen, mais dans une situation évidemment beaucoup plus compliquée, parce que ce que nous expliquent M. Artus et Mme Virard, et là ils ont raison, c'est qu'on ne peut pas du tout comparer le problème de l'explosion de la zone euro avec le Brexit, par exemple. Vous avez des gens qui disent, voilà, regardez, les Anglais, ils ont voulu sortir, ils ont fait le Brexit, il n'y a pas de problème. Oui, mais les Anglais, ils ne sont pas dans la zone euro. On n'est pas dans la zone euro, vous savez, aujourd'hui, étant donné que les droits de douane ont quasiment disparu à l'échelle mondiale, entre un pays hors Union européenne qui passe des accords avec l'Union et un pays de l'Union européenne mais qui n'a pas l'euro, il n'y a plus beaucoup de différence. Hein. Après, c'est une histoire de négociation. L'euro, c'est une toute autre affaire. Parce que là, effectivement, il y a des problèmes très importants. Et en fait, c'est quand on regarde les arguments employés par M. Artus et Mme Virard pour dire qu'il n'est pas possible de sortir de l'euro, qu'on comprend pourquoi ils essayent bon an, mal an, ils se raccrochent aux branches pour essayer de dire qu'il y a des solutions dans l'euro, alors qu'eux-mêmes, finalement, ne sont pas très convaincants quand ils essayent d'exposer leurs solutions. C'est qu'ils ne peuvent pas penser la sortie de la zone euro. Il y a un moment chez eux, ça coince. Et je vais vous dire ça coince parce que ça suppose la remise en cause de leur être, de ce qu'ils sont, du système avec lequel ils ont fini par se confondre. D'abord, ils nous disent que la sortie de l'euro est impraticable à cause de la dette. Parce que, nous disent-ils, en gros, les pays qui vont quitter l'euro vont voir leur monnaie se dévaluer, donc leur dette se réévaluer par rapport à leur monnaie et ils seront étouffés par cette dette. Mais qu'est-ce qui empêche ces pays, si leur dette publique est soumise aux droits de leur pays, ce qui est le cas pour la France par exemple, de dire, bah non, écoutez, j'avais une dette de, je sais pas moi, 2000 milliards d'euros, je crée un franc nouveau, et je dis que un franc nouveau vaut 1 euro, je relibelle ma dette en 2000 milliards de francs nouveaux. Et puis 3 mois plus tard, le franc nouveau s'est dévalué de 30%, et donc il y a de facto, tout simplement, un défaut partiel de 30%. Alors, M. Artus et Mme Virard disent implicitement, ils ne le disent pas d'ailleurs, mais c'est implicite dans leur raisonnement, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner comme ça? Là, l'euro s'est dévalué il y a quelques temps de 15%. Bah, les prêteurs étrangers, ils ont bien pris 15% de paume. Ils l'ont pris, leur paume. Ils ne sont pas allés se pendre par millions. Et bien là, c'est pareil. Ah oui, effectivement, ça pose un problème, c'est vrai, oui, ça pose un problème pour les créanciers. Écoutez, voilà ce que nous disent M. Artus et Mme Virard. Si un pays débiteur, Espagne, France, Italie, Portugal, quitte l'euro, sa monnaie nationale se déprécie et comme sa dette extérieure brute est libellée en euros, la hausse de sa valeur en monnaie nationale le ruine ou contraint les emprunteurs du pays à faire défaut. S'il convertit sa dette extérieure dans sa monnaie nationale, il y a perte massive en capital pour les prêteurs des autres pays. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as compris, c'est ça.
Bravo. Monsieur Artus vient de trouver la solution. Parce que moi, je vais lui dire la solution à Monsieur Artus. Le fond du problème, c'est pas l'euro. L'euro, c'est le nom qu'on a donné au problème. Le fond du problème, c'est qu'on est dans un système où la création de valeur comptable a été excessive pendant des décennies. Résultat, on a une accumulation insensée d'actifs monétaires derrière lesquels, en quelque sorte, il n'y a pas de vraie valeur. Je ne veux pas dire par là que les comptes ont été truqués, je veux dire par là qu'ils ont été tenus dans un étalon monétaire déconnecté de la réalité. Parce que derrière tout ça, il y a des situations qui ont été créées par des évolutions démographiques, avec des pays vieillissants, qui ont été créées par des évolutions économiques mondiales, avec un continent qui a été sacrifié en quelque sorte par ses propres classes dirigeantes, parce que les intérêts de ces classes dirigeantes étaient liés à ceux des multinationales. Et le tout ne tient plus que comme un gigantesque théâtre d'ombre, comme une sorte de formidable machine de cautionnement mutuel qui ne repose en réalité que sur des conventions, des apparences, des mensonges. À un moment, tout ça va s'écrouler et tout le monde va prendre sa paume. Voilà. Tous les mecs qui avaient des assurances vie et qui croyaient qu'avec leur assurance vie, ils avaient les moyens de se garantir un niveau de vie de retraité aisé, ils vont apprendre qu'ils auront les moyens de se garantir un niveau de vie de petit retraité. Ouh, ça va faire mal, hein. Mais c'est comme ça que ça va se passer, de toute façon, ça sera la solution. Quand on a fabriqué trop de signes monétaires, la seule solution, c'est de détruire de la valeur, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, puisque de toute façon, c'est comme ça que ça va se terminer, autant s'organiser pour le faire vite. Ça fera moins mal. Et si on s'organise bien, on pourra rebondir rapidement. Voilà le fond de l'affaire. Je vous passe un certain nombre de détails. On pourrait critiquer d'autres aspects du travail de M. Artus et Mme Virard. On retrouve chez eux un certain nombre d'approximations qui sont caractéristiques de leur école. En particulier le fait qu'ils ont quand même les nerfs de nous expliquer que le fait qu'il n'y ait pas eu de relance alors qu'on a pratiqué du quantitative easing, ça prouverait que les politiques keynésiennes ne sont pas efficaces. Comme les quantitative easing, c'est pas de la politique keynésienne parce que tu files de l'argent aux banques. C'est pas keynésien parce que tout simplement tu ne court-circuites pas les trappes à liquidité. Ce qui est keynésien, c'est la relance par la dépense publique dans les grands travaux. Ça, c'est keynésien. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le keynésianisme. Ok. Bon, il y a un certain nombre d'élucubrations comme ça dans ce bouquin qui montrent bien que néoclassique un jour, néoclassique toujours, et qu'ils sont incurables. Cela dit, si vous voulez voir où en sont les partisans de la défense bec et ongle de la zone euro, où en est cette génération en échec qui n'arrive pas à s'avouer son échec, eh bien, vous pouvez lire ce livre écrit par des gens qui, par ailleurs, font un travail sérieux, et il me semble, ce qui se fait de plus respectable dans leur tendance. Voilà. J'ai fini de cracher mon fiel d'abominable europhobe, et je vous annonce la prochaine note de lecture. Alors on va passer à quelque chose de complètement différent. C'est un bouquin qui m'est tombé dans les mains récemment sur les recommandations de François Réagauche, alias François Fillon, qui s'est fait éliminer de la présidentielle, et je suis bien triste pour lui d'ailleurs. Enfin bon, ceci est une autre histoire. Et monsieur Fillon nous avait parlé de ce bouquin, Bienvenue Place Beauvau, sur les barbouzeries multiples et variées de la Hollandie, de la Sarkozy et tutti quanti.
Eh bien, je l'ai lu et effectivement, ça vaut le déplacement. Donc, je vais vous en faire une petite note de lecture pour que vous sachiez à quoi ça sert un ministère de l'Intérieur avec François Hollande comme président de la République. On n'a pas fini de rigoler. Voilà. Et je vous dis à bientôt.